Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur cette présentation. Je pense que ça pouvait pas mieux tomber. On va être dans le prolongement de ce que vient de nous raconter Timothée. Donc moi, je vais vous parler de ces fameuses bêtes curieuses qu'on appelle des Casby et plus précisément de mon retour d'expérience suite à un POC qui a duré pratiquement un an. Euh, et qui a ciblé deux produits en particulier, Netscope et McAfee. Je vous parlerai presque exclusivement de Netscope. Mais si vous avez des questions à la fin sur McAfee ou sur Netscope, les différences qu'il peut y avoir, je pense que je peux y répondre. Les autres produits, il y en a plein, hein, si vous regardez le Magic Cadran. Je les connais très peu, on avait fait une shortlist. Euh, Auparavant, je dois vous raconter quand même un petit peu comment on en est arrivé là. Comme pratiquement tout le monde, le CNES a connu à la fin des années 2010 une accélération vraiment très spectaculaire du nombre d'applications que nous avons externalisées dans le cloud, particulièrement en mode SaaS. Et on a constaté que ce mouvement ne se limitait plus à des petites applications de type gestion RH, de missions, de choses relativement simples, mais on commençait à voir sortir des données des applications qui manipulaient des données sensibles, donc des applications de GMAO, de l'ITSM, de la gestion d'assets, ce genre de choses. On a commencé à parler d'externaliser SAP et surtout on a commencé à parler d'Office 365 et de la messagerie. Donc là, on s'est dit, il faut regarder vraiment maintenant ce qui se passe de façon très sérieuse, et c'est là qu'on a poké Defenso. Donc c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. La première démarche qu'on a eue n'était pas tournée vers les Casby forcément. On était plutôt sur du chiffrement à la source finalement. Et c'est pour ça que bon, le produit, je pense, qui a été présenté par Timothée n'existait pas à ce moment-là. Sinon, très certainement qu'on aurait regardé, même si c'est vrai qu'on avait des besoins plutôt orientés bureautiques a priori. Donc la solution Defenso, nous l'avons poké, ça n'a pas été concluant, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais on pourra en parler pendant la séance de questions-réponses si vous le souhaitez. Finalement, on a shortlisté deux Casby, McAfee et Netscope. On a décidé de faire un POC sur ces deux solutions. Et tout ce que finalement vous allez voir maintenant, tout ce dont je vais vous parler, les démos auxquelles vous allez assister, parce que j'ai fait des vidéos, ça sera basé sur Netscope. Et à ce jour, aujourd'hui, le CNES n'a toujours pas fait le choix d'investir dans ce type de solution. Alors, on va commencer par enfoncer les portes ouvertes, hein, mais vous avez tous assisté aux mutations d'Internet, d'abord avec des services généraux, puis ensuite des accès nomades avec de la mobilité de plus en plus ouverte, et puis l'apparition du cloud avec des applications externalisées. On a une très forte croissance du cloud public et un cloud privé qui ne décolle pas. Donc ça, c'est pas fait trop pour nous arranger en matière de sécurité sur les données. Et ce satané Covid-19 a accéléré finalement le phénomène de télétravail et donc de dispersion des utilisateurs. On a aujourd'hui 70% enfin aujourd'hui, ça c'était les chiffres que j'avais obtenus en août 2020. Je pense que ça ne peut pas avoir baissé, mais 70% des salariés français pratiquent pas quotidiennement, mais en tout cas pratiquent au moins une fois par semaine le télétravail. La plupart de ces salariés, malheureusement, accèdent aux applications cloud de leur entreprise sans passer par un rebond intranet. Hein. Même s'ils ont un VPN, il y a des accès qui sont ouverts. Conclusion, les salariés sont partout. Les données sont partout. Et on a donc un énorme défi, c'est la protection de la donnée sensible, en particulier au moyen des mécanismes qu'on avait traditionnellement tendance à mettre en œuvre, c'est-à-dire les mécanismes, je dirais, de bordure ou les mécanismes périmétriques. Alors il nous faut une nouvelle approche, vous en avez certainement entendu parler de cette nouvelle approche, c'est le fameux SASI. Le SASI, qui est un terme inventé par le Gartner, qui signifie Secure Access Service Edge, et dont le CASB est le composant le plus important et le plus fondamental. L'idée est toute simple, derrière ce concept.
c'est de dire ce que je viens de dire, à savoir que les données sont dans le cloud, les employés travaillent un peu partout, et donc les produits traditionnels qu'on avait l'habitude d'utiliser, de type proxy, firewall, WAF, ou même certains outils de DLP, ne sont plus du tout adaptés. Donc il va falloir supprimer la dépendance à solutions de sécurité périmétrique, et on va passer sur une autre approche. Au lieu que le trafic, les flux soient filtrés par une appliance ou par un firewall, eh bien on va envoyer le trafic vers un service cloud qui va assurer la sécurité des accès aux données, aux applications. Donc ça c'est pour ce qui est du concept. Donc ce changement de paradigme, vous l'avez compris, on va essayer de changer complètement cette approche périmétrique par une approche cloud. Le CASB, c'est de la sécurité dans le cloud. Alors comment on va pouvoir faire ça? L'idée, c'est de superposer à une application cloud qui héberge des données sensibles un mécanisme capable de fournir un certain nombre de services. Alors j'en ai listé grosso modo 4 là, 4 familles de services. Ils ne sont pas tous évidemment avec la même importance. Tout ce qui relève de la gestion des menaces et de la conformité, je vous laisse le lire, ce n'est pas absolument fondamental. Ce qui est plus intéressant, c'est les fonctions sur la visibilité. Donc, concernant la cartographie en particulier, c'est intéressant de savoir quels services sont effectivement utilisés par les utilisateurs, parce qu'on se rend compte que dans toutes les entreprises, il y a des villages gaulois qui font du shadow IT, donc qui utilisent des applications qui ne sont pas autorisées, du moins officiellement. Les problèmes évidemment de blocage de sites par réputation ou par catégorie sont toujours là, et en particulier le CASB via leur fonction de Secure Web Gateway peuvent apporter aussi des solutions. En tout cas, c'est ce qu'on attend en termes de visibilité. Puis toujours fournir des rapports, parce que finalement ce sont les directions, les décideurs qui lâchent les crédits, donc il faut leur montrer derrière des rapports, des synthèses managériales pour savoir un petit peu ce qui se passe dans l'entreprise et pour montrer que l'argent qu'ils ont lâché sur le produit, finalement, il sert à quelque chose. Mais le point le plus fondamental, évidemment, c'est la sécurité des données. Donc sur l'analyse des flux échangés ou des données au repos, ça c'est quelque chose d'absolument fondamental. L'analyse des flux échangés, ça va être la capacité à intercepter des flux entre un terminal et l'application pour regarder ce qui se passe. Et l'analyse des données au repos va consister à pouvoir explorer des espaces, donc par exemple des espaces SharePoint ou des bibliothèques SharePoint, du OneDrive, à la recherche de données qui ne sont pas forcément en cours d'utilisation, mais qui sont peut-être contaminées par un code malveillant, ou qui sont peut-être des données sensibles qui se sont retrouvées là alors qu'elles n'auraient pas dû y être. Donc il faut bien distinguer les deux, et plus tard dans la présentation, vous verrez la distinction entre les deux. Évidemment, on va vérifier les droits d'accès qui sont positionnés sur ces données, les partages. Vous savez qu'avec Office en particulier et OneDrive, on peut créer des partages publics. Donc, un CASB, ça serait pas mal qu'il puisse, par exemple, contrôler si des données sont partagées alors qu'elles ne devraient pas, ou s'il y a des données qui sont en partage public alors qu'elles ne devraient pas. On va évidemment contrôler les accès, en particulier sur l'origine, la nature du terminal, la plage horaire où se déclenche cet accès. Et les deux principales fonctions que j'ai mises en gras et qui sont vraiment les plus fondamentales, on va essayer de prévenir d'une part les exfiltrations de données sensibles depuis un terminal managé. Donc ça suppose qu'il faut pouvoir agir au niveau d'un terminal managé ou du réseau de l'entreprise. Et à l'inverse, on va aussi vouloir interdire, ou en tout cas limiter, l'accès à des données sensibles depuis un terminal non managé. Et là, ça suppose qu'on va pouvoir appliquer cette surcouche de sécurité dont je parlais pour tout terminal, quelle que soit son origine. Donc on n'est pas sûr cette fois que ce terminal, il opère depuis l'entreprise, il opère depuis un utilisateur, opère depuis un terminal qui est peut-être non managé. Ça peut être un terminal d'une autre entreprise dans lequel on n'a pas confiance, ça peut être un smartphone. Donc voilà un peu le menu, finalement, si vous voulez, de ce qu'on attend de ce type de solution. Alors on va les voir ensuite plus en détail.
On va commencer par le mode offline parce que c'est le plus simple, c'est le plus facile à implémenter, c'est le mode intrusif. Donc le mode offline en langage Casby, c'est grosso modo de l'analyse de log. D'accord? Donc on va essentiellement collecter les logs d'un proxy sortant. On va établir de la cartographie et grâce à des moteurs qui sont quand même plus sophistiqués que les proxys traditionnels, on va pouvoir apporter tout un panel de fonctions, de détection de shadow IT, de faire des rapports d'usage, des rapports sur des niveaux de risque. Donc ça c'est quand même quelque chose qui va au-delà de ce que les proxys traditionnels appelaient, et vous allez voir tout à l'heure dans les screenshots que je vais vous montrer ce dont je veux parler. Ça offre aussi des fonctions d'introspection rapide sur les usages du web, ce qui est très très utile pour les gens comme le CNES qui ont des équipes de cyberops et qui ont sans arrêt à faire de la levée de doute ou des enquêtes auprès de la navigation d'un utilisateur, par exemple. On cherche le patient zéro qui le premier qui a cliqué sur un lien, par exemple. Voilà, tout ça c'est des fonctions qui sont amenées par les Secure Web Gateway des CASB et qui sont relativement intéressantes, même si les moins apparaissent ici, hein, donc vous n'avez aucune visibilité sur les données. Je rappelle que c'est de l'accès au log. Vous savez que le web, il y a de la journalisation, mais dès que vous êtes dans un post ou dans des choses comme ça, ben, vous ne savez pas exactement les variables qui sont transférées entre le navigateur et le serveur. Donc on a accès qu'au log, on a des infos donc limitées sur les actions qui sont effectuées. Ça va dépendre de la couche applicative, hein. Aucun blocage possible puisqu'on est en temps différé et on ne pilote pas l'activité du proxy. Et le pyromètre, évidemment, il va être limité aux utilisateurs qui opèrent depuis l'intranet de l'entreprise, c'est-à-dire ceux qui passent à travers le proxy pour lesquels on a des logs. Alors concrètement, comment ça se traduit? Alors, vous avez ici un terminal, en l'occurrence c'est un terminal du CNES qui se trouve sur le réseau du CNES. Il accède à travers un proxy traditionnel à tout un panel d'applications. Ce terminal va devoir, ce proxy pardon, va devoir envoyer ses logs via un moyen que je vais détailler ensuite à une infrastructure cloud, une infrastructure du fournisseur du Casby Cloud. Et c'est à ce niveau-là qu'on va trouver les dashboards et qu'on va regarder un petit peu les rapports d'activité. Donc on aura des rapports qui diront on a observé tant d'utilisateurs qui vont sur PeopleDoc, le niveau de confiance de cette application est élevé, donc il n'y a pas de problème, etc. Et donc c'est grâce à ça qu'on aura des synthèses managériales assez sympathiques. Concrètement, comment ça se passe si on veut regarder techniquement les choses? Vous avez ici le proxy, il peut générer ses logs sur un espace, un guichet où il peut les envoyer directement en SFTP ou en HTTPS sur l'instance cloud qui va se charger de faire l'analyse. On peut aussi, avec une variante, envoyer directement un flux syslog vers le Casby, mais ça, c'est pas la solution qu'on a adoptée au CNES. On a adopté une solution un peu plus sophistiquée, vous allez comprendre pourquoi. On a installé une appliance virtuelle on-prem, qui est ici, et les logs ont été envoyés ici, ils ont ensuite été parsés et anonymisés. Alors plus exactement pseudonymisés. Pseudonymisés à l'aide d'un hash qui est uniquement ici. De sorte que l'information qui est ensuite transmise au fournisseur du Casby Cloud, elle ne contient pas certaines informations qu'on ne souhaite pas voir fuiter, comme des noms de login, des adresses IP, ce genre de choses. Donc ça, c'est une fonction qui existe aussi bien chez McAfee que chez Netscope, hein, et c'est une fonction qui existe dans à peu près la moitié des Casby actuellement. Je pense qu'ils ont compris que les données à caractère personnel, c'était quelque chose d'important, et donc ils fournissent cette solution. Mais cette solution, évidemment, n'existe que si vous avez votre appliance virtuelle en place. Alors, qu'est-ce qu'on va voir au niveau d'un dashboard de Netscope, par exemple? On va voir ça. On va voir par exemple que sur les 7 derniers jours, alors ça c'était une capture que j'ai dû réaliser peut-être au mois de septembre, on a tel niveau d'activité sur ces applications-là. On a sur une application précise qui est Google Drive
des pics. Par exemple, le 1er septembre, on voit qu'il y a eu un pic avec éventuellement des incidents DLP. Alors on peut cliquer, aller voir pourquoi le proxy considère que c'est un incident DLP. Et puis alors on va avoir, ça c'est une capture qui a été faite depuis l'appliance dont je parlais, qui, vous l'avez compris, fonctionne finalement en reverse proxy et donc des chiffres à la volée. Si vous accédez directement au dashboard depuis le cloud, vous aurez ici un truc cryptique, hein, vous aurez un hash. Là, évidemment, c'était des vrais noms, donc j'en ai caché quelques-uns, sauf le mien. Ça, c'est moi, là, qui ai fait des pics d'utilisation de Zoom, et on voit effectivement ces pics début septembre. Donc voilà pour cette première fonction. Alors, la deuxième fonction qui est très importante, c'est ce qu'on appelle le mode API. Alors le mode API, j'appelle ça le mode gendarme. Le mode gendarme, ça consiste en fait à interfacer le CASB avec l'application, à condition qu'elle fournisse une API évidemment, de façon à pouvoir consulter les données, analyser les droits d'accès qui sont positionnés sur ces données, et le cas échéant, prendre des actions pour mettre les données en sécurité. Évidemment, vous comprenez l'intérêt, c'est de pouvoir travailler sur des données au repos. Hein. On travaille sur des données qui sont en ligne, qui ne sont pas forcément manipulées à un instant donné. On travaille en temps différé et on va pouvoir même adapter des politiques. Par exemple, si la politique évolue ou s'il y a une crise ou un changement qui fait que certains documents qui étaient déposés et qui étaient autorisés sont devenus sensibles, on peut déclencher à ce moment-là le mode API, l'analyse de tout ce qui est en ligne et faire du changement de droit, voire de la confiscation ou du chiffrement de documents qui, 2 jours avant, avaient pu être déposés parce que c'était autorisé à ce moment-là. Donc c'est une solution qui n'est pas intrusive, encore une fois, il n'y a rien à implémenter du côté du client, je parle de l'entreprise cliente. Le contenu, les droits sont analysés, il y a une visibilité complète sur les actions effectuées par les utilisateurs. Hein. On peut faire du DLP, de l'anti-malware, les partages de fichiers sont gérés, en particulier ces fameux partages publics qui sont toujours très dangereux. En fonction du produit, on va trouver des performances différentes. Les CASB ne sont pas tous égaux là-dessus. Certains réagissent très rapidement sur le dépôt d'une donnée sensible. Très rapidement, on est d'accord, c'est quelques secondes ou quelques minutes. Par contre, pour certains, et j'ai compris que ça dépendait des accords qu'ils avaient avec Microsoft dans le cas d'Office 365, ça peut prendre jusqu'à 1 heure ou 2, le temps que l'API se déclenche, que les triggers se déclenchent et que la mise en sécurité des données s'opère. Alors, le plus gros problème de ce mode, c'est qu'il y a une liste limitée d'applications compatibles. N'espérez pas, évidemment, passer en mode API sur une application comme ça que vous avez développée, ou même une application très importante, très utilisée. Aujourd'hui, typiquement, ce qui est supporté, c'est les choses du monde Office 365, Azure, un petit peu de Google, un petit peu d'Amazon et encore. C'est pas l'essentiel aujourd'hui, ça tourne autour d'Office 365, mais ça évolue très vite et certains éditeurs, dont Netscope, proposent sont relativement ouverts par rapport à ça. J'en parlerai tout à l'heure quand je vous ferai la démo sur un produit qui s'appelle EasyVista. Pendant le POC, ils m'ont proposé de faire une évolution et d'intégrer en mode API EasyVista. Bon, finalement, on n'a pas donné suite pour d'autres raisons, mais ça, c'est quand même... là aussi, il y a des écarts entre les fournisseurs. Mais n'espérez pas, quand par exemple vous voyez sur le site de McAfee ou de Netscope qui vous annonce 20 000 applications compatibles avec leur CASB, non, c'est pas le mode API, ils sont capables d'interpréter le trafic en mode inline, je vais en parler après, vers 20 000 applications peut-être, mais certainement pas faire du mode API avec 20 000 applications. Donc comme on n'est pas en interception, mais qu'on est encore une fois en mode décalé, on ne pourra pas parer des exfiltrations ou des compromissions. On pourra les parer a posteriori, bien sûr, et ça va dépendre du temps de réaction du mode API. Et dernier problème, qui est peut-être
celui dont on parle le moins, mais qui pourra en agacer certains, je pense, c'est que évidemment, pour pouvoir réaliser ça, votre CASB doit avoir les pleins pouvoirs sur votre espace documentaire, sur votre Office 365, sur votre serveur, bref, sur vos données. Dans le cas d'un mode API sur un tenant, le CASB doit être admin du tenant. Alors comment c'est réalisé? Vous vous en doutiez, vous avez ici le fameux connecteur API qui permet le dialogue entre le CASB et votre instance. Alors j'ai choisi l'exemple Office 365 parce que je pense que c'est le plus parlant. Et donc avec 3 modules qui sont ici d'inspection, on va pouvoir, avec ce module qui est ici, détecter les partages inappropriés, par exemple une donnée sensible qui est partagée en mode public. On va pouvoir faire du DLP, donc on va pouvoir par exemple aller voir dans un espace, une bibliothèque qu'on a, une liste de noms associés à des numéros de téléphone ou des adresses email. Et si on a codé dans le moteur DLP que ce genre d'information s'était pas autorisé sur cette instance-là, on va pouvoir aller la confisquer. Et puis on va faire évidemment de l'anti-malware sur d'autres espaces. Alors, on arrive maintenant au morceau de choix qui est le mode inline. Donc le mode inline, c'est un mode avec inspection de flux entre le terminal de l'utilisateur et la donnée. Donc le CASB est en coupure. D'accord? Donc il y a plusieurs modes inline, hein, on va les détailler. Le gros avantage du mode inline, c'est qu'on a une visibilité directe sur les données qui sont échangées. Donc on va pouvoir déclencher des alertes en temps réel, faire des blocages en temps réel et même faire du coaching en temps réel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, alors que l'utilisateur est en train de faire une action, lui indiquer que son action mérite une confirmation, voire même que son action n'est pas possible. On peut, en mode inline, interpréter toutes les actions sur tous les sites qui sont supportés. La plupart des éditeurs, je l'ai dit tout à l'heure, supportent au moins 10 000 applications cloud. Pour Netscope, je crois qu'ils ont franchi la barre des 20 000. On peut donc agir avant, contrairement au mode qui était le mode précédent où on ne peut agir qu'après. Et alors moi, ça c'est ce que j'ai constaté étant au CNES, donc connecté sur la plaque régionale REMIP de Renater. On a une amélioration des performances. Donc vous avez ici des speed tests que j'ai fait, c'est peut-être pas très visible, mais vous avez ici le ping, la vitesse descendante et ascendante que j'ai observé quand j'étais en direct sur Renater et quand j'étais connecté à l'infrastructure Netscope à mon inline, et on voit que les chiffres sont meilleurs. Alors ça, c'est pas forcément étonnant en soi, parce que le mode inline s'accompagne de mécanismes d'accélération web en fait. Il y a de la compression, il y a des opérations qui sont réalisées dans les data centers du fournisseur de CASB. Il y a des caches, ils ont des accords de peering. Enfin, il peut y avoir des tas d'explications qui font que au final on arrive à cette situation. Mais de la même manière, vous pouvez avoir aussi, je pense, une dégradation des performances. Donc je le mets à la fois en point positif et en point négatif. Ça va dépendre d'où vous êtes et ça va dépendre probablement du CASB sur lequel vous avez misé. L'autre, évidemment, grief, c'est l'interception des échanges par le CASB. Il faut que le CASB puisse se mettre en coupure sur les flux qui sont échangés entre les utilisateurs et les applications web. Alors pour faire ça, il y a trois modes possibles hein, qu'on va détailler. Il y a le mode forward proxy, donc dit aussi Secure Web Gateway, donc ce sont des proxys améliorés qu'on peut positionner en remplacement d'un proxy existant. Il y a le mode reverse proxy. Donc ça c'est un mode où on va mettre en coupure une instance d'un reverse proxy qui est dans le cloud pour protéger des applications cloud. Et ça sera particulièrement utilisé vis-à-vis des terminaux qui ne sont pas managés ou vis-à-vis des applications qui sont accessibles de partout. Et vous avez le mode Scene Agent, où on va avoir un agent léger qu'on va pouvoir installer sur les terminaux. Alors le mode proxy, je vais passer rapidement, vous vous doutez un petit peu comment ça fonctionne. Vous pouvez bénéficier d'une appliance virtuelle, vous la configurez avec un proxy.pack ou avec une redirection DNS.
le trafic est redirigé ensuite vers le CASB, on peut faire du filtrage, hein. On peut décider que tel ou tel type de trafic va passer par là avant de sortir à travers le firewall ou pas. Vous avez des variantes où vous pouvez chaîner les proxys. Donc à ce moment-là, le forward proxy du CASB ne va pas décider de lui-même qu'est-ce qui va être envoyé au cloud ou pas. Et puis vous pouvez avoir aussi un forward proxy avec un CASB on-prem, où là l'analyse se fait localement. Clairement, c'est pas du tout poussé par les éditeurs, ça, hein. Ils l'ont dans leur catalogue, mais très vite ils vous disent non, non, c'est pas l'idéal. Bref, il y a un arbitrage de toute façon qui doit se faire, et on va distinguer deux types de trafic. On va avoir du trafic surveillé, donc par exemple, on va dire vers des sites traditionnels, hein, cloud, et là, on va accepter que ce trafic soit analysé par le fournisseur du CASB, et puis on va dire, non, non, ça, tout ce qui va vers l'ANSI, la DGA, les sites des partenaires de confiance et compagnie, non, non, ça, tu le regardes pas, on a confiance dans ce qui se passe là, ou on veut pas que tu y mettes ton nez, et donc là, ce trafic-là sera pas surveillé. C'est cet arbitrage-là qui sera aussi réalisé dans le mode Synergen. Alors, le mode reverse proxy est un mode particulièrement intéressant. Le but, ça va être de filtrer l'accès à une application web depuis des origines qui ne sont pas maîtrisées ou des terminaux qui sont non managés. Donc là, vous n'êtes pas en situation de dire je peux mettre un proxy en coupure ou j'ai un agent léger sur les terminaux. Donc la solution qui est proposée, on va mettre un reverse proxy en coupure entre l'application et les utilisateurs. Et on va faire de l'analyse, et en faisant de la bidouille dans les URL, hein, c'est ce que je vous ai montré ici, on va pouvoir se mettre en coupure et faire les analyses. Le but, c'est de protéger l'application, même si l'utilisateur n'opère pas depuis l'intranet de l'entreprise ou depuis un terminal managé, et ce, quel que soit le type de terminal. Alors là, je peux peut-être passer sur parce que je vous ai fait une petite anime là pour vous détailler un petit peu comment ça marche. C'est probablement un peu trop compliqué, donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer en direct comment ça marche avec une anime. Pour ce faire, je vais partager cette application. Donc là, peut-être Hervé, si tu me dis si ce que je fais est pertinent ou pas, ou si vous arrivez à voir ce que je vous montre. Si tu veux, autant j'ai testé les vidéos sur Zoom, autant je n'ai pas testé les vidéos sur Big Blue Button. Donc okay. Là, on voit l'image CASB AirProxy comment. Est-ce que c'est censé bouger? Non, pas encore. Pas encore. Donc c'est bon. Alors, vous avez ici, en bas, vous avez l'utilisateur CNES. Ouais, je vois que ma souris a beaucoup de latence. Donc, vous avez ici l'infrastructure. Vous avez ici l'application que vous voulez protéger. Et vous êtes une entreprise qui fait du SAML et vous avez un IDP. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, Donc, dans un premier temps, ce qui se passe, c'est que votre utilisateur tente une connexion, par exemple sur Office ou sur Dropbox ou sur Gmail ou sur une application sur laquelle vous avez positionné un mode d'authentification SSO de type SAML qui fait cette première transaction. Et là, l'application est paramétrée. Normalement, en temps normal, elle va renvoyer sur votre IDP. Il va y avoir un redirect qui va être transmis au navigateur pour ce qui se connecte sur votre IDP. Mais là, on va trafiquer cette transaction et on va faire en sorte que le navigateur s'adresse non pas à l'IDP, mais au proxy SAML du fournisseur cloud. Je poursuis. Ce qui va se passer ensuite, vous l'aviez compris, c'est que c'est le proxy SAML qui va effectuer la transaction avec l'IDP. Donc c'est lui qui s'est mis en coupure. Le proxy SAML va ensuite faire, une fois que la transaction d'authentification SAML a été effectuée, évidemment, il ne va pas rediriger vers l'application surveillée, mais il va rediriger vers le reverse proxy, avec évidemment les assertions nécessaires à l'authentification. Ce qui fait qu'in fine, votre utilisateur,
décidément, je ne vais pas y arriver. Hop, je me suis arrêté juste à la fin. Votre utilisateur, hop, non, j'y arriverai pas, je pense. Dommage. Si, c'est bon. Votre utilisateur, il croit s'adresser à votre application, alors qu'en fait, il s'adresse au reverse proxy. Voilà l'idée. Alors, il faudrait que je revienne sur la présentation. Hop, là. Donc, c'est un principe assez astucieux, il faut bien le reconnaître. Et ça permet comme ça d'avoir un mode inline dans tous les cas de figure. Dernier mode inline, c'est le mode avec agent. Donc là, vous avez un agent léger qui va être installé sur les postes de travail de l'entreprise ou les terminaux de l'entreprise. Alors, ça peut être Windows, ça peut être des smartphones Android ou iPhone. On va installer donc l'agent léger sur les terminés. L'agent léger va monter un tunnel sécurisé avec l'infrastructure du fournisseur de Casby. Une partie du trafic vers les applications qu'on veut évidemment surveiller va être tunnelisée vers le Casby et ensuite transmis aux applications finales. Comment on gère une liste d'exclusion? On va la gérer au niveau de la configuration de l'agent, c'est-à-dire qu'on va dire par exemple les flux qui partent vers Internet, tu me les analyses, sauf les flux vers la DGA ou l'ANSSI, par exemple, mais vous êtes complètement libre de déterminer quels sont les flux qui sont utilisés et ceux qui ne le seront pas. L'intérêt évidemment de cette stratégie, c'est que si vous avez un utilisateur qui opère depuis un smartphone managé, ou si vous avez un utilisateur qui est en nomadisme, en télétravail, qui n'est pas raccordé sur le réseau d'entreprise, mais qui évidemment opère avec un poste de travail masterisé, managé, le tunnel est toujours possible. Alors, les modes inline vont vous amener ensuite un certain nombre de rapports qui vont vous donner des éléments sur l'activité des utilisateurs, ce qu'ils font et éventuellement des alertes sur des exfiltrations de données sensibles, des comportements sur des partages qui ne sont pas autorisés, etc. Le plus sage à ce stade de la présentation, c'est qu'on bascule sur les démos. Sauf s'il y a des questions tout de suite, mais je pense que les questions vous les gardez pour la fin. Oui. Hein? De manière à ce qu'on arrête l'enregistrement avant que tu fasses les questions. On est d'accord. Merci. Alors, je vais commencer par vous montrer ça. Il faut que je grossisse un peu. Je vais faire comme tout à l'heure et vous partager mon Media Player. Donc, je voulais pas préciser, mais hop. Ok. Donc, pourquoi je vous montre des films? Tout simplement parce que le POC est terminé. En fait, ce POC s'est terminé au dernier trimestre de l'an dernier et j'avais pris soin justement avant de restituer mes accès d'enregistrer un certain nombre de vidéos parce que je savais qu'un jour ou l'autre j'aurais certainement à montrer des choses. J'en ai montré bien entendu au CNES, mais je savais qu'un jour ou l'autre, des partenaires du CNES ou de l'OCIR ou d'autres, ça pourrait intéresser certains de voir comment tout ça fonctionne. Donc on va commencer par une petite vidéo sur le fonctionnement du mode inline forward proxy. Donc là vous le voyez, on part du portail intranet du CNES. C'est le nom de notre portail intranet, il s'appelle Galaxy. Alors, on a basculé sur une bibliothèque SharePoint. Je ne sais pas si vous voyez. Je fais une pause. Donc, on est sur une bibliothèque SharePoint du tenant de test du POC Netscope qui s'appelle CNESPP. D'accord. Et sur cet espace, qui est un espace trusté, qui est un espace de confiance, ont été déposés des fichiers dont certains sont sensibles. Vous avez par exemple un fichier
qui contient des métadonnées du projet CSO, la composante spatiale optique. Vous avez un fichier qui contient des NIR, vous avez une matrice de flux, vous avez ce genre de choses. C'est normal, on est dans un tenant maîtrisé, on est dans un espace de confiance. Alors, je fais un téléchargement. Je fais un deuxième téléchargement. J'en ai téléchargé 2 fichiers sensibles. Maintenant, vous avez vu, j'ai basculé sur mon Gmail perso. Alors là, je fais une pause. Vous avez vu ce qui s'est passé. J'ai tenté d'envoyer par un Gmail perso un message qui contient une pièce jointe dont le contenu est totalement bidon. Et c'est là que le coaching commence à intervenir. C'est-à-dire que le CASBI me prévient et me dit, vous êtes en train d'envoyer des informations. On n'a pas regardé les informations, mais ce qu'on sait par contre, c'est que vous êtes en train d'utiliser une application qui n'est pas autorisée au CNES, qui n'est pas sanctionnée, sur lesquelles vous n'êtes pas censé transférer des informations sensibles. Donc vérifiez, on va vous laisser faire, mais vérifiez quand même que l'information que vous vous apprêtez à transmettre, elle n'est pas sensible au sens de la NO 198, qui est notre document fondateur au CNES en matière de politique de classification et de gestion des informations non classifiées. Donc l'utilisateur, il voit ce pop-up arriver sur son écran, il va réagir, il va dire, bah ok, c'est pas un fichier sensible, laisse-moi faire. Donc on va pouvoir joindre cette pièce au mail qu'on se prépare à envoyer. Par contre, si on essaie d'envoyer une matrice de flux, alors là c'est plus pareil. Là il n'y a plus de choix possible, il n'y a plus rien. On a clairement une détection de matrice de flux, un upload sur Google Mail, et le CASBI nous dit vous êtes en train d'envoyer une matrice de flux en clair. Or ça c'est formellement interdit. Il ne va pas nous laisser faire évidemment. Alors on va essayer avec d'autres applications, on n'est jamais prudent. Une fameuse application que vous connaissez tous qui s'appelle WeTransfer. Ça c'est surtout pour vous montrer la capacité, on le verra ensuite dans les logs, le support en fait qui est réalisé par l'éditeur et qui est capable de vraiment décortiquer les transactions de façon extrêmement puissante en fait, et il va vous donner tous les détails de la transaction WeTransfer, ce qui prouve qu'il est rentré dans le protocole WeTransfer finalement, donc il sait exactement ce que vous avez tenté de faire. Donc là, vous voyez, on a une alerte, un fichier CSO détecté. Alors tout ça, évidemment, se paramètre avec le moteur de DLP. Hein, on peut choisir des tas de choses. On en parlera après. Vous avez tenté de faire un upload sur WeTransfer. Et on verra dans les logs que ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on sait même à qui le transfert avait été destiné. Alors je peux passer peut-être un peu vite parce que vous vous en doutez, ça va être la même chose avec dl.free.fr. Voilà, etc., etc. Alors là, je vous demande de l'attention là-dessus parce que là, c'est intéressant et c'est probablement là que le CASBI Netscope m'a le plus impressionné. On n'est plus sur l'instance, on n'est plus sur le tenant de test. D'accord? On passe sur un autre tenant. Voilà. On est sur un tenant qui s'appelle Contoso Electronics.
On voit qu'on est connecté avec un compte qui n'a absolument rien à voir avec le compte CNES. Mais on est quand même dans le cloud de Microsoft. On est sur Office 365. Et là, on ne peut pas uploader un fichier sensible qui contenant une métadonnée du projet CSO. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il y a de la catégorie basée sur les réputations, les noms qualifiés des serveurs, etc. Mais là, ça va plus loin. C'est qu'on est capable de distinguer sur quel tenant l'utilisateur est en train de faire ses opérations. Évidemment, les niveaux de sensibilité des tenants ne sont pas forcément les mêmes. Donc là, en l'occurrence, je vais avancer un petit peu. Voilà une application qui, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'est une application qui est un ITSM, hein, c'est Easy Vista, et c'est une application qui est utilisée notamment au CNES pour faire des demandes diverses et variées, déclarer des incidents, des demandes catalogue, compagnie. Et elle est utilisée aussi par services sécurité et réseau pour gérer les demandes d'ouverture de flux. On a codé des règles spécifiques de DLP et de détection dans le CASB pour faire en sorte qu'il soit interdit de déposer une matrice de flux en clair sur cette application. Bam. Donc là, ce qui s'est passé, c'est pas juste le nom fiche de flux ou c'est un fichier Excel ou c'est parce que c'est codé dans la demande. Non, non, là, il y a une détection du modèle de matrice de flux. Il y a eu un apprentissage auprès du moteur pour dire une matrice de flux, ça se présente sous telle forme, il y a tant d'onglets, il y a tant de colonnes, c'est un classeur Excel qui est formaté de telle et telle manière, et ce truc-là, tu ne dois pas le laisser passer si c'est pas chiffré. Pas vers cette application-là. Voyez, la réponse est immédiate. L'utilisateur ne pourra pas, et il est même prévenu de la raison, et donc derrière, eh bien, il va fabriquer un Z, comme on lui demande, proprement, et il va déposer non pas un fichier Excel, mais un Z. Alors, avancer un peu. Alors oui, bon, là vous l'aviez compris, la manip c'est de revenir sur le tenant du CNES, CNES-PP, et de voir que on est toujours bon, on a toujours nos politiques qui nous permettent d'uploader les fichiers sensibles sur ce tenant-là. J'avance un petit peu, on va aller voir les écrans pour voir un petit peu comment ça s'est traduit, toute cette petite opération, en regardant les logs. On va avoir un résumé de ce qui a été vu côté Netcope. Il y a 4 types d'actions qui sont possibles. Hein. Non, on fait rien. Alerte, on génère un log. User alert, on génère un pop-up dans l'écran de l'utilisateur. Et bloc, on bloque. Donc on peut voir que les différentes actions qui ont été réalisées dans la petite démo que vous avez vue sont reportées dans le gestionnaire d'events de Netcope avec des détails. On peut faire, évidemment, il y a des fonctions de filtrage, on peut chercher des utilisateurs, on peut chercher des applications, on peut faire tout un tas de recherches et générer évidemment tout un tas de rapports. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les transactions sont interprétées, sont analysées. On peut voir à l'œuvre la puissance en fait de l'outil dans l'analyse de la transaction. Je pense qu'on va regarder par exemple WinTransfer. Je me souviens plus trop comment c'était fait cette vidéo, mais au niveau de la transaction WinTransfer, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. Voilà, là il va y avoir un clic sur plus. Voilà, alors là je vais m'arrêter 2 secondes, mais regardez, on voit le détail. Donc ça prouve bien que c'est pas un proxy traditionnel. On voit plein d'informations qui sont dans la couche applicative de WeTransfer. On voit l'utilisateur, on voit à qui il a voulu envoyer le mail, on voit même le hostname de l'utilisateur, etc., etc. Donc, comment ils font ça? Eh bien, en fait, ils ont,
ce qui est Netscope, mais je pense qu'ils font à peu près tous pareil. Ils ont des armées d'ingénieurs qui passent leur temps à reverser les protocoles de ces applications web. Et ils en supportent 20 000, ce qui est quand même assez impressionnant. Parce qu'évidemment, WeTransfer ne publie pas d'API, ne publie pas de doc. Donc ils sont obligés d'analyser et de reverser les transactions pour comprendre en fait comment ces applications marchent. Donc vous imaginez un peu le boulot absolument monstrueux que ça représente. Et pourtant ils le font. Donc on voit tout, hein, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la transaction Gmail, absolument tout, la pièce jointe. Hervé, il y a quelque chose? Non, 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 comme je suis je, plongé à je, fond dans la démo, là je, je vois pas le chat, il faut m'alerter ou non, 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 m'arrêter non, si. c'est juste D'accord, ok. pour préparer le passage aux questions. D'accord. Tu sais, tous les logiciels d'espionnage de tout temps et depuis très longtemps faisaient ce travail sur toutes les applications au niveau applicatif, en intégrant même les erreurs protocolaires de tout un tas d'implémentations. Oui, on est d'accord. Alors, je veux quand même vous montrer un truc qui est assez sympa, c'est le DLP on the go. Voilà. Est-ce que vous voyez là? Ouais, ça a l'air bon. Alors, nous sommes sur le tenant du CNES, sur Office Online, et je suis en train d'éditer un fichier Word. D'accord? Donc, comme vous le savez, pour ceux qui font de l'Office Online, le fichier est enregistré au fur et à mesure. Donc, si vous regardez en haut, vous verrez enregistrement en cours. Voilà. Là, je suis tranquillement en train d'éditer un fichier. Et je vais provoquer le système. Je vais faire une saisie d'un mot-clé qui a été appris dans le moteur de DLP comme un mot dont il ne faut jamais parler, ou en tout cas de quelque chose qu'il ne faut jamais dire en clair. En l'occurrence, c'est l'adresse IP d'un réseau super sensible au CNES. Donc vous voyez, la classe B du CNES c'est 132.149, mais si je rajoute 55, bam, le système me dit non, 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 c'est pas autorisé à parler de ça dans un document Word en ligne, c'est impossible. Par contre, n'importe quel autre réseau que le réseau, rassurez-vous, il n'est pas sensible, le réseau 55. Mais si je parle du réseau 12, là, il va me laisser faire. Vous voyez, c'est pour vous montrer à quel point l'intrusion est violente. Oui, Euh, enfin, si ton réseau est compromis, ben, c'est facile de trouver qu'est-ce qu'il y a de la valeur en faisant une petite attaque en force brute sur tout ce qu'il est interdit d'écrire. c'est pas faux. Mais c'était pour. Je ne me vois pas de toute façon implémenter ce genre de filtre, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Par contre, ce qui peut avoir de l'intérêt, c'est ce que vous allez voir après. C'est-à-dire que vous avez ici un schéma Visio qui a été converti en JPEG. Alors j'ai caché là c'était du vrai schéma réseau avec un vrai nom de réseau que je souhaitais pas montrer. Et si j'essaie de coller cette image dans mon Word, je vais parcourir ce fichier qui est encore une fois un fichier JPEG, hein, c'est pas un fichier texte. Voilà. Il a détecté que dans cette image, il y avait potentiellement quelque chose de sensible et qu'il n'a pas voulu me laisser faire. Vous voyez jusqu'où ce genre d'outil peut aller dans un sens comme dans l'autre. Alors j'avais plein d'autres vidéos à vous montrer, mais je crois que le temps a passé, donc je vais passer directement à la On va conclusion. passer aux questions. Oui. Tout. Donc c'est le partage. Tac. Alors j'ai quand même deux dernières planches à discuter, parce que le but c'est de provoquer un peu aussi. Je sais qu'on est dans un groupe qui ne manquera pas de voir et d'être clairvoyant sur ce type de solution. D'abord sur les conclusions, bon, clairement vous l'avez compris, le mode inline c'est le plus puissant, même si c'est évidemment le plus dangereux, parce qu'on a possibilité d'intervenir vraiment en temps réel et de faire ça sur des applications web partout, a priori, du moment qu'on est sur des postes managés, mais aussi avec le mode reverse proxy sur des applications qu'on veut protéger qui sont accédées par des terminaux qu'on ne manage pas.
Comment choisir finalement les déploiements et quel type de décision un décideur pourrait-il prendre? C'est une décision pour moi qui est économique et politique. Il faut regarder si on veut s'attacher à des fonctions de cartographie, de lutte contre le shadow IT, et s'arrêter là. Certains le font, ou si on veut vraiment faire une maîtrise complète des échanges de données avec le cloud, si on voit qu'on est complètement débordé par ces échanges et qu'on ne maîtrise plus rien. Les remplacements de proxy, ça intervient régulièrement, hein, donc est-ce que ça vaut pas le coup finalement? On avait un vieux Blue Coat ou un vieux Ironport, est-ce que ça vaut pas le coup de le remplacer par une Secure Web Gateway d'un éditeur de CASB? Il faut regarder l'impact de l'installation de l'agence sur les terminaux, bien entendu, même s'il est minimal. Il faut avoir une idée aussi de la protection qu'on veut apporter pour les terminaux qui ne sont pas managés. Et enfin, il faut regarder un petit peu quelles sont les données qu'on va donner à nos partenaires ou éventuellement à leur smartphone. Donc pour terminer, faut-il laisser un CASB analyser et sécuriser toutes nos données? J'ai pas la réponse à cette question. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, pour ce qui est du CNES, nous avons déjà un certain nombre d'applications qui sont utilisées au quotidien, certains sans aucune autorisation, mais quand on les bloque au niveau du proxy, ça queen, donc on est obligé de les laisser et on ne peut faire aucune analyse digne de ce nom dans tout ça. Donc ça prend du temps, ça oblige les équipes de cyber à courir après les utilisateurs, à mettre des listes, gérer des listes noires, etc. Donc ça c'est clair que c'est pas la solution. Ce qui est séduisant dans la situation des éditeurs aujourd'hui, c'est qu'un CASB, ça fonctionne dans le cloud, ça met la sécurité dans le cloud et ça opère depuis le cloud. Ça ne viendra pas faire de l'intrusion chez vous. Donc ça peut en rassurer certains. Il n'y a pas de possibilité qu'un CASB vous sécurise vos données intranet. Hein. Mais il y a quand même des mais. Alors vous l'avez sans doute vu en regardant le Gartner. Presque tous les produits sont américains, c'est malheureux mais c'est comme ça, donc on a quand même des problèmes de souveraineté, Cloud Act, Patriot Act et autres. Les flux sont traités par un data center au plus près du terminal utilisateur, c'est ce que nous disent ces éditeurs, pour favoriser la performance. Le problème c'est que si vous avez un utilisateur qui est dans un pays un peu bizarre, les flux vont être traités dans un data center qui est dans un pays un peu bizarre. C'est pas forcément ce qu'on veut. Alors ce point, moi je l'ai soulevé auprès de Netscope et eux, ils peuvent offrir des garanties pour que ça mouline uniquement dans un data center en France, par exemple. Je suis pas sûr que tous le font et je suis pas sûr qu'on ait la capacité de vérifier ça. Bref, quelle confiance peut-on avoir dans un fournisseur de CASB? J'ai pas la réponse à cette question et c'est une des raisons probablement pour lesquelles aujourd'hui on n'est encore pas complètement décidé à aller vers ce type de solution.